le puma est capturé. Il est baptisé P22 pour Puma 22. C'est un jeune mâle âgé de 4 ans. Il est immédiatement équipé d'un collier GPS pour mieux étudier ses déplacements. Les espèces animales disparaissent à un rythme effréné. Pourtant, aux États-Unis et au Canada, certains animaux résistent en trouvant refuge dans les villes. Ils ont élu domicile dans les rues, les parcs et les jardins et font régulièrement la une des médias. En Amérique du Nord, la frontière entre la civilisation et la nature n'a jamais été aussi floue. Citadins et scientifiques cherchent comment cohabiter avec cette faune sauvage urbaine qui bouscule toutes les règles. La côte ouest de l'Amérique du Nord abrite une remarquable mosaïque d'écosystèmes. Forêts pluviales, vallées fertiles et déserts brûlants. De Vancouver au Canada à la frontière mexicaine, la côte ouest se définit par sa richesse forestière et par sa diversité climatique. C'est une des régions de la planète des plus dynamiques et des plus riches. Un développement qui s'est fait au fil des siècles, au détriment de la vie sauvage. Renards nains, castors et pumas peuplent la côte ouest depuis toujours. Ils étaient là bien avant l'arrivée de l'homme. Ils ont chacun vu le développement urbain modifier leur vie. Depuis plusieurs années, chacun à sa manière réagit à cette cohabitation forcée avec ceux qui ont souvent détruit leurs habitats. Un étudiant inattendu erre sur le campus d'un collège de Los Angeles. Il s'agit d'un puma. On a aperçu le félin depuis un toit lorsqu'il a traversé la rue face à des policiers devant le collège Kennedy vers midi. Depuis 2012, des pumas s'invitent régulièrement dans les rues de la plus grande ville de Californie, Los Angeles, et ses 4 millions d'habitants. Les propriétaires d'une maison de Santa Monica ont découvert un puma qui dormait dans les buissons à quelques mètres de leur entrée. La ville est bâtie sur de grands reliefs semi-arides où pousse une végétation méditerranéenne typique de la côte ouest des États-Unis. C'est l'un des écosystèmes préférentiels des pumas. On n'en compte pas moins de 5000 dans l'État. Mais cet habitat est menacé par l'extension de la ville et les scientifiques viennent de découvrir que le félin se rapproche de plus en plus. Miguel Ordenana est biologiste. En 2012, il a révélé au monde entier la présence d'un puma au cœur du Griffith Park de Los Angeles, à 4 km à peine d'Hollywood Boulevard. Une caméra comme celle-ci était placée près de l'amphithéâtre Ford, situé sur le côté ouest du parc, au-dessus de l'autoroute 101. Je suis allé jusqu'à ma caméra, j'ai retiré la carte mémoire, je suis rentré et je l'ai insérée dans mon ordinateur. Je m'attendais à voir des animaux comme des lynx, des coyotes, et je passais de photos de cerf en photos de cerf. Je commençais à m'ennuyer. Et tout à coup, je vois cet énorme arrière-train de puma sur mon écran d'ordinateur. C'était une légende urbaine ici. Personne ne pensait qu'un puma puisse vivre ici. Il y avait des rumeurs, mais aucune n'était crédible. On pensait que c'était impossible, parce que le Griffith Park était trop isolé des populations de pumas des montagnes environnantes.
Donc j'ai appelé les services du parc et ils sont venus immédiatement pour essayer d'attraper l'animal. Trois semaines après l'appel de Miguel, le puma est capturé. Il est baptisé P22 pour Puma 22. C'est un jeune mâle âgé de 4 ans. Il est immédiatement équipé d'un collier GPS pour mieux étudier ses déplacements. Très vite à Los Angeles et dans tout le pays, P22 devient une célébrité et le symbole de la faune sauvage urbaine. Pour la communauté scientifique, la présence du félin au cœur de la mégapole tient du miracle, tant les obstacles qu'il a dû franchir pour s'installer dans le Griffith Park sont nombreux. Terrains agricoles, zones d'habitation, autoroutes et échangeurs géants agissent comme des barrières infranchissables pour la faune sauvage. P22 est finalement un survivant. Et aux yeux d'une partie des habitants de Los Angeles, il n'est pas un super prédateur dont il faut avoir peur, mais le symbole d'une faune sauvage à préserver. Aujourd'hui, des ONG militent pour que P22 et ses semblables puissent franchir sans danger ces axes routiers meurtriers. Le projet ? Récolter 60 millions de dollars pour construire une passerelle qui permettrait aux pumas et aux autres espèces de traverser sans danger ces 10 voies d'autoroute et ainsi reconnecter des habitats aujourd'hui morcelés. C'est un projet que les gens soutiennent, non seulement à LA ou en Californie, mais nous avons des dons qui viennent de Hong Kong, d'autres de Floride. Un mouvement est en marche pour améliorer le sort de ces pumas qui attisent l'imagination du monde entier. C'est vraiment important. Beth Pratt est directrice de la Fédération nationale de sauvegarde de la vie sauvage, une des plus grandes associations environnementales des États-Unis. On est parti! Pour sensibiliser la population de Los Angeles et les investisseurs, elle refait tous les ans à pied pendant 5 jours les 50 km du parcours de P22 depuis les montagnes de Santa Monica jusqu'à Griffith Park. Pour moi, ça saute aux yeux. Il y a beaucoup d'espaces ouverts, plein de places pour que les pumas se baladent, mais on se heurte aux routes et au développement. On voit vraiment avec les yeux de l'animal à quel point c'est difficile de se déplacer dans un environnement développé. Même si on a l'impression d'être entouré par la nature, ces routes, ces clôtures et ces maisons peuvent être de vrais obstacles à leur déplacement. Quand P22 grandissait dans les montagnes de Santa Monica, il est arrivé à l'âge qui est probablement l'adolescence pour lui, 1 ou 2 ans. Il a dû partir pour survivre parce que s'il ne l'avait pas fait, il aurait affronté la mort à cause des mâles qui vivaient déjà là. Donc il se lance et sans qu'on sache pourquoi il avance, traverse les autoroutes, arrive au Griffith Park, un petit îlot de nature au cœur de Los Angeles, et il se dit « ça sent le cerf ». Il y a des traces de cerf par ici et aucune trace d'un autre puma mâle. Il était chez lui. Pour son premier jour de marche, Beth Pratt a traversé les mêmes collines que P22. Dans les prochains jours, tout comme lui, elle sera confrontée à un univers beaucoup plus urbain. Les pumas s'attaquent rarement à l'homme, et P22 ne déroge pas à cette règle. 10 millions de personnes fréquentent le Griffith Park chaque année, et depuis 5 ans, pas la moindre menace contre un promeneur ou un chien. Le Griffith Park est un îlot de terre sauvage, et P22 s'y sent comme chez lui. Dans ce maquis, sa robe fauve se fond parfaitement. Et il y trouve sa proie préférée en abondance, le cerf mulet.
Il en consomme une 50aine par an. Aujourd'hui, P22 est le seul à vivre si près des hommes. Mais d'autres pumas, à la recherche d'un territoire, se risquent aussi à traverser les autoroutes. Certains meurent écrasés. On en compterait aujourd'hui une 30aine dans les montagnes qui surplombent Los Angeles. Ce qui étonne le plus la communauté scientifique qui étudie P22, c'est son incroyable faculté d'adaptation. Dans la nature, un puma mâle adulte a besoin d'un territoire de 250 km² en moyenne. P22 se contente, lui, de 10 fois moins. Seth Riley est professeur d'écologie et de biologie évolutive. Il étudie les déplacements des pumas de la région depuis 15 ans. La répartition des félins montre leur exceptionnelle concentration sur un territoire très réduit. Les animaux des monts Santa Monica ne peuvent pas en sortir, et très peu peuvent y entrer. À long terme, ça cause des problèmes. D'abord de génétique. On a une diversité génétique très faible sur les montagnes de Santa Monica, mais aussi des problèmes sociaux. Les jeunes mâles ne peuvent pas s'en aller. Ils se heurtent aux barrières et aux routes, et ils reviennent dans les pattes des mâles adultes et se font tuer, parfois par leur père ou leur frère. On voit aussi des accouplements entre des animaux parents. Des pères qui s'accouplent avec leurs filles ou leurs petites-filles ou arrière-petites-filles. Et ça aussi, c'est mauvais d'un point de vue génétique. La panthère de Floride, qui appartient à la même espèce, a vu sa population presque s'éteindre. Ici, on n'en est pas encore là, mais ce n'est probablement qu'une question de temps. Si on continue d'avoir une diversité génétique qui ne fait que diminuer, ça va avoir les mêmes effets. Les données fournies par les colliers GPS des pumas révèlent qu'ils s'adaptent plutôt bien à la proximité des hommes. Leur population augmente régulièrement et le taux de survie des adultes semble très élevé. Mais le principal danger qu'ils rencontrent reste les routes qui morcellent leur territoire. Après 3 jours de marche, Beth est maintenant à mi-parcours. Elle traverse le premier obstacle rencontré par P22 lors de sa migration vers Griffith Park, l'autoroute 405. On est samedi et ça ressemble aux heures de pointe dans la plupart des grandes villes. C'est une de ces énormes barrières que représentent ces nombreuses autoroutes de LA pour la faune sauvage. P18, un autre puma que l'équipe des parcs nationaux étudiait, a essayé de traverser cette autoroute et il est mort, comme beaucoup d'autres. Donc, l'une des raisons pour lesquelles je fais cette marche, c'est pour voir avec les yeux d'un animal, ceux d'un puma ou d'un coyote, et de regarder les constructions humaines, comme cette énorme autoroute, et de nous mettre à leur place. Il ne s'agit pas seulement de sauver un puma, ou même une population de pumas. Ce que P22 symbolise, c'est le besoin d'un changement de paradigme qui induit que nous commencions à partager nos espaces. Parce que la menace majeure pour la vie sauvage à travers le monde, c'est la perte d'habitat. On ne crée plus de parcs nationaux. On doit continuer à protéger ces endroits, mais on doit aussi regarder nos propres espaces d'une manière différente. Que ce soit un puma à LA ou un rapace à San José. Nous devons voir nos villes comme des endroits vivables pour les animaux sauvages. Sinon, ils n'auront pas de futur. P22 est régulièrement photographié par les caméras de Miguel Ordenana, qui continue de documenter la vie du plus urbain des pumas. Il est en bonne santé et les scientifiques du Griffith Park ont déjà dû changer son collier GPS. Il y a 2 ans, j'ai pu l'enregistrer en train d'appeler. Ce qui est incroyable. Il se prépare au cas où quelque chose d'inattendu se passerait. Vous remarquerez que ces sons ressemblent à des cris d'oiseaux.
Ça montre qu'il patrouille sur son territoire, comme n'importe quel autre puma le ferait, au cas où un puma concurrent ou une femelle y pénétrerait. La marche de Beth touche à sa fin. Après 5 jours, elle rejoint aujourd'hui Griffith Park pour une journée dédiée à P22. Je suis en train de parcourir le dernier kilomètre sur les traces de P22 avec tous ces merveilleux enfants des écoles de LA. C'est de cela qu'il s'agit. La vie des animaux sauvages est importante pour ces gamins et c'est pour ça qu'elle a un futur. Los Angeles n'avait pas d'animal sauvage auquel se rallier ou une raison de soutenir la faune sauvage urbaine. Mais maintenant qu'il y a cet animal et une vraie histoire, nous sommes dans une position où nous pouvons basculer d'un côté ou de l'autre. Nous pouvons être de mauvais voisins et les amener à l'extinction, ce qui peut se produire en 50 ans ou moins. Ou nous pouvons être de meilleurs voisins et créer une situation acceptable pour les pumas et pour nous et vivre confortablement côte à côte. Ainsi, quand ma fille aura des petits-enfants, elle pourra dire que les pumas sont toujours là parce que les habitants de Los Angeles ont choisi de s'assurer qu'ils seraient là pour les générations futures. Et ce sera son héritage, longtemps après sa mort. Ce puma est devenu une véritable icône, le symbole de la cause animale en proie au développement des villes. P22 a prouvé aux habitants de Los Angeles que cohabiter avec des super prédateurs dans une ville était possible. L'année prochaine, Beth sera encore là pour essayer de réunir le reste des 60 millions de dollars nécessaires à la construction de la passerelle qui assurerait la survie des pumas urbains de Los Angeles. À 2000 km au nord de Los Angeles, au Canada, un climat humide favorise la croissance d'une forêt pluviale tempérée. Véritable poumon planétaire, copieusement arrosée par les eaux de l'océan Pacifique, c'est l'une des plus grandes forêts pluviales au monde. Les arbres peuvent y atteindre des tailles monumentales. Vancouver est situé à la lisière de ce massif. Et ici, un animal s'est invité en ville, le castor. C'est le plus gros rongeur d'Amérique du Nord, symbole de toute une nation. Il a pourtant bien failli disparaître. Entre le XVIIe et le XXe siècle, il est chassé sans relâche pour sa peau, alors très prisée en Europe. Le commerce des peaux de castor devient alors un pilier de l'économie nord-américaine. L'icône du trappeur est née. Avant l'arrivée des premiers colons, il y avait plus de 100 millions de castors à travers l'Amérique du Nord. Au début du XXe siècle, il n'en restait plus que quelques centaines. La chasse est alors réglementée et des campagnes de protection mettent fin au massacre. Peu à peu, les castors recolonisent le continent. Leur population explose, mais l'activité humaine a considérablement réduit leur habitat naturel. Les castors sont alors contraints de s'installer en ville. Et leur arrivée pose un certain nombre de problèmes. Ces derniers mois, les castors ont coupé des arbres dans la partie sud du parc Marquet Creek, juste à l'ouest du centre commercial Capilano. Le mois dernier, au moins 6 arbres ont été coupés et des barrages de castors ont causé de sérieux problèmes sur les routes, obligeant le district nord de Vancouver à enlever les arbres tombés. Mais il semble que le coupable ne faisait que son travail. À Vancouver, les inondations et les chutes d'arbres sont aujourd'hui de l'histoire ancienne. Mais quotidiennement, les responsables de la faune sauvage surveillent les dégâts causés par les castors dans les parcs de la ville. Nick Page est biologiste.
Il s'occupe de la sauvegarde de la biodiversité. Ce matin, il vient inspecter un arbre attaqué par un castor qui menace de s'effondrer sur une promenade très fréquentée. Nous sommes au bord d'un sentier très fréquenté par les scooters, les vélos, les gens, les chiens et les enfants. Et cet arbre, si ce castor en mange plus, va simplement tomber là-bas sur le sentier. Évidemment, c'est une situation dangereuse qui pourrait blesser quelqu'un, endommager la clôture et abîmer le sentier. Personne d'autre ne peut faire ce genre de dégâts. Regardez ces morceaux de bois. C'est des coups de dents. Une morsure, ça donne un morceau de bois comme celui-ci. Et si on se rapproche, on voit vraiment les traces de dents, les incisives, leurs grandes dents de devant avec lesquelles ils coupent. Ça donne des creux tout autour. Ils travaillent d'un côté et puis passent de l'autre côté. Et ainsi, ils grignotent l'arbre jusqu'à ce qu'il tombe. Et ce qui est fou, c'est qu'ils ne savent pas dans quel sens ça va tomber. Certains castors sont tués par leurs propres arbres parce qu'ils n'ont pas vraiment de stratégie. Ça va tomber par là ou par là. La solution trouvée par la mairie pour calmer l'ardeur des rongeurs s'est avérée désarmante de simplicité. Je mets en place ce grillage en métal qui va protéger l'arbre contre des dégâts supplémentaires. Avec une couche de ce grillage, les castors ne peuvent plus mordre à travers. Ils n'aiment vraiment pas ce métal, et donc ils s'en vont. Ils arrêtent de se nourrir en coupant cet arbre. Ils peuvent en attaquer un autre, mais ils ne vont plus endommager celui-là. C'est la façon la plus efficace pour protéger les grands arbres ici, sans devoir nous débarrasser des castors. Ça signifie s'adapter à la présence des castors en leur permettant de vivre ici, mais en protégeant les arbres que nous voulons conserver. Vivre en harmonie avec les castors est le mot d'ordre de la ville et de ses habitants. Aujourd'hui, les rongeurs sont une cinquantaine à vivre paisiblement en plein cœur de Vancouver. Une famille s'est installée dans l'étang de l'ancien village olympique. Les castors sont dans ce parc depuis 5 ou 6 ans. Et ceux qui l'ont colonisé au départ sont arrivés par l'océan depuis d'autres zones humides un peu plus à l'ouest. Et ils ont nagé à travers des zones herbeuses le long des plages et du littoral jusqu'à ce qu'ils trouvent un petit parc comme celui-ci qui dispose d'un marais ou d'un étang. Et ils ont installé une petite colonie et ont commencé à bâtir pour faire vivre leur famille. Et depuis, 1 ou 2 bébés naissent chaque année, donc cette famille de castors compte peut-être 4, 5 ou 6 individus. Regardez cette brindille. C'est de l'osier rouge de la famille du saule. Ils l'ont coupé. Ça date d'1 ou 2 jours. Ils ont grignoté la base ici et ils l'ont traîné avec des feuilles encore dessus. Ce qu'ils font, c'est enlever l'écorce. Ils ne mangent pas le bois, ils mangent l'écorce. Ça, c'est l'écorce qu'ils recherchent. C'est ça qu'ils arrachent avec leurs dents quand ils l'ont ramené dans leur hutte. C'est ça qu'ils mangent. Ça, c'est de la nourriture de castor. Ce n'est pas le bois qui est dessous qu'ils recherchent. En cette saison, quand ils ont de la nourriture disponible, ils ne vont pas uniquement manger la végétation ligneuse. Ils vont manger la végétation émergente, graminées, carex, quenouilles, joncs, tout ce qui peut avoir pour eux une valeur nutritive. Regardez ce rosier. Il tremble. Il est en train de le manger et de le grignoter. Il tire dessus. Ils ne veulent pas manger leur nourriture là où ils l'ont trouvée. Ils veulent la manger une fois dans leur zone humide, donc ils la ramènent. Ils vont l'utiliser pour se nourrir, mais aussi pour construire leur hutte ou leur barrage.
J'ai remarqué à quel point les castors de ce site sont tolérants. Ils ne claquent jamais la queue comme ils le font dans les lacs naturels. Dans la nature, s'ils sont dérangés, ils utilisent leur queue arrière pour gifler l'eau. C'est un avertissement pour avertir les autres castors d'un danger. Mais ils ne le font jamais ici parce qu'ils ne se sentent jamais menacés. Qu'il soit dans la nature ou en ville, construire des barrages ou des huttes, c'est l'obsession du castor. Dès qu'il entend le bruit de l'eau qui s'écoule, le rongeur s'empresse de débuter la construction d'un barrage pour se protéger des prédateurs et assurer une profondeur d'eau suffisante pour y stocker de la nourriture protégée du gel en hiver. Pour ses constructions, le castor utilise tout ce qu'il trouve autour de lui. Branchages, rondins de bois. L'animal abat en moyenne 200 arbres par an grâce à ses dents à croissance continue. Elles sont recouvertes d'une couche d'émail orange qui les protège contre l'érosion. Les dents du haut frottent constamment contre celles du bas et restent ainsi parfaitement aiguisées. À Vancouver, n'ayant plus accès à certains arbres à cause des grillages qui les entourent, les castors ont dû s'adapter. Ils n'accumulent pas les déchets, mais ils utilisent tout ce qui est valable à leurs yeux. Ça, c'est un perchoir à oiseaux qui était planté tout près d'ici, près de l'eau. Regardez ce que les castors ont fait. Ils l'ont fait tomber. Ils l'ont taillé comme si c'était un arbre, alors que c'est du bois traité qui n'est probablement pas très bon pour eux. Ils sont assez simplets dans leur façon de travailler. Ils bâtissent deux types de maisons. Ce que nous voyons ici, c'est la hutte classique en forme de dôme, mais le plus souvent, ils construisent un abri de berge, qui est juste un tunnel creusé dans le sable ou dans l'argile, le long des berges d'une rivière, d'un lac ou d'une plaine inondée. Ils ne passent donc pas leur temps à construire ce grand monticule de végétation. Ils passent leur temps à creuser des tunnels sous terre pour y avoir leur maison. Mais ici, à cause de l'environnement urbain, ils sont finalement contraints de bâtir ces huttes classiques en forme de dôme. Donc, en un sens, c'est traditionnel, mais c'est une réponse à leurs conditions urbaines dans ce parc. Les castors ont su parfaitement ajuster leur comportement à la ville. Et les habitants de Vancouver se sont parfaitement adaptés aux castors. Il est de retour. Et il vient de ce côté. Regarde, ça ondule devant lui. Ouais. Jim et Judy sont des naturalistes amateurs. Ils sont un parfait exemple de l'empathie des habitants de Vancouver pour leurs castors urbains. Tous les soirs sans exception, ils viennent rendre visite à une famille, installée près d'une voie ferrée. Une famille qui a bien failli disparaître lors d'un incident qui a marqué le début d'une prise de conscience pour les habitants de ce quartier de Vancouver. Beaucoup de gens venaient ici tous les soirs regarder les castors, surtout au moment de la naissance des deux petits. Et puis, malheureusement, ils vivaient dans un fossé. Et quand la ville a voulu les forcer à partir, il y a eu du remue-ménage et un des petits a été noyé. Le conseil municipal que nous avons maintenant gère un plan de conservation des castors. Et l'objectif de ce plan est de coexister avec ces animaux. Je pense personnellement que nous avons emménagé sur leur territoire. On réalise à quel point les castors sont importants. Nous avons des collègues dans l'État de Washington, en Oregon, en Californie. Nous partageons toutes nos expériences à propos des castors sur Facebook. On fait plein de choses ensemble.
On a un regard traditionnel et dépassé sur les castors. Mais je pense que ça commence à changer, grâce à toutes les excellentes recherches en cours, et en particulier avec les changements climatiques, le réchauffement et la sécheresse. Ils sont les seuls animaux qui peuvent garder de l'eau sur un terrain. Ils peuvent transformer une rivière en étang. Ils sont des transformateurs de l'écosystème. Le castor est une espèce clé de voûte, ce qui veut dire qu'ils soutiennent peut-être 120 ou 125 espèces d'animaux, d'oiseaux, de mammifères, d'amphibiens. Et nous avons commencé à le voir à Pigeon Creek. Le castor est de plus en plus considéré comme un assistant efficace de l'homme dans ses opérations de sauvegarde des écosystèmes. En inondant certains terrains, il recrée et entretient des zones humides, propices au développement de la faune et de la flore. Les plantes aquatiques et les fleurs repeuplent les berges, attirant batraciens et insectes qui attirent à leur tour les oiseaux. Je pense que les castors ont réellement rappelé aux gens qu'ils avaient un lien émotionnel avec la vie sauvage. Pendant des centaines d'années, on a vécu avec la nature qui nous entourait, qui faisait partie de nos vies. Et bien que cela ait parfois comporté des risques et des problèmes, à présent que nous n'avons plus de vie sauvage dans nos villes, ça manque vraiment aux gens. Quand les castors sont revenus à Vancouver, les gens les ont accueillis. C'est une partie importante de la vie de ce voisinage. Les gens peuvent amener leurs enfants, les écoles viennent faire des visites. Alors même si les castors ont introduit une part de chaos, les gens ont cet attachement émotionnel, cette espèce d'attirance pour la vie sauvage qu'il est difficile de remplacer. Nous pouvons tolérer le chaos et les problèmes parce que cela apporte quelque chose qui nous manquait dans nos vies. Vancouver est en train de réaliser un juste équilibre entre les besoins naturels des castors, la sécurité des citadins et l'aménagement de la ville. Un équilibre qui favorise la biodiversité urbaine et permet aux habitants de se reconnecter avec le monde sauvage. Inoffensifs et sympathiques, les castors semblent donc s'installer en ville pour longtemps. Les castors et les pumas sont délibérément venus en ville pour y trouver un territoire et de la nourriture. À 200 km au nord de Los Angeles, à Bakersfield, en Californie, c'est la ville qui s'est développée en lieu et place de l'habitat du plus petit canidé vivant du continent nord-américain, le renard nain. Il sort à la tombée de la nuit, chercher de la nourriture dans les rues et les parkings. Brian Seifer est directeur du programme de conservation des espèces menacées de l'Université d'État de Californie. Il est le spécialiste des renards nains depuis 20 ans. Avec Tori Westall, son assistante, il les observe la nuit pour comprendre leur comportement en ville. Je suis sûr qu'il y en a un par ici. Oui. Attends, il y en a un. J'ai vu ses yeux. Ah oui, je le vois. Il vient près de la route. Je crois qu'il a une étiquette à l'oreille. Oui, on dirait. J'ai l'impression que c'est la gauche. Ça doit être un mâle qu'on a marqué. Il vient vraiment près. Il ramasse quelque chose. Ça n'a pas l'air d'une proie. Il doit avoir trouvé un truc que quelqu'un a acheté. Oui, ce n'est pas surprenant par ici. Il trouve plein de nourriture jetée sur le campus. Je me demande s'il va la cacher et la mettre à l'abri pour plus tard. Ils font ça parfois quand ils ont beaucoup de nourriture pour la nuit. Et ils continuent. Ils la cachent pour une autre fois. C'est plus fréquent dans un environnement urbain parce qu'il y a plus de nourriture disponible.
D'accord. Quand ils chassent, vu que ça prend beaucoup d'énergie, s'ils attrapaient un rat kangourou, ils le mangeraient et ils auraient l'estomac plein, et ensuite ils arrêteraient de chasser. Mais ils n'ont sûrement pas souvent l'occasion de cacher de la nourriture dans la nature. On dirait qu'il passe sous la clôture, mais bon, il est loin maintenant. Tu as fait le spectacle. Oui, c'était bien. C'est ici, dans la vallée de San Joaquin, une vallée semi-désertique, qu'ont toujours vécu les renards nains. Ils sont une espèce endémique d'Amérique du Nord, parfaitement adaptée aux terres arides. Mais dès les années 1930, l'homme va profondément modifier leur habitat. De colossaux travaux d'irrigation vont faire de cette vallée le grenier des États-Unis, où 50% des fruits et légumes du pays sont produits. Puis on va découvrir d'énormes gisements de pétrole. Les terres de la vallée de San Joaquin, autrefois désertiques et sauvages, deviennent parmi les plus exploitées des États-Unis, entraînant une diminution dramatique de la population des renards nains. Les seuls renards nains épargnés sont ceux qui vivent là où se développe la ville de Bakersfield. Ils se retrouvent avec plus de nourriture, moins de prédateurs, des abris sûrs et nombreux. Leur population va même augmenter, jusqu'à représenter 10% des effectifs de l'espèce. Bakersfield, avec ses habitations, ses centres commerciaux et ses campus, devient alors le sanctuaire des renards nains. Depuis 20 ans, Brian Seifer et Tori Westall capturent ces renards urbains et leur posent des colliers GPS pour comprendre leur adaptation à la ville. Ces captures se font sur les renards urbains qui vivent au cœur de Bakersfield. La nourriture pour chat derrière, Les hamburgers devant. nous sommes sur le campus de l'Université d'État de Californie où il y a une importante population de renards nains. Et en 2013, une épidémie de gale sarcoptique s'est déclarée au sein de leur population. Donc on installe des pièges en espérant qu'on attrapera des renards nains ici sur le campus pour voir s'ils ont des symptômes de la gale. Les renards nains en milieu urbain mangent toutes sortes de nourriture. Si vous regardez autour de vous, vous verrez plein d'écureuils, qui est leur nourriture préférée. Vous verrez aussi beaucoup de trous de taupes. Les renards nains creusent et mangent les taupes. Ils mangent aussi beaucoup d'oiseaux, d'insectes. Et comme vous l'imaginez, les gens jettent aussi beaucoup de nourriture. Que ce soit des pop-corn, des restes de sandwich. Et les renards nains mangent ça aussi. Donc nous, on utilise de la nourriture pour chat ou des bouts de hamburgers et des hot dogs. Comment résister? J'espère bien qu'ils ne peuvent pas résister. Depuis des années qu'il les observe, Brian Seifer a vu le comportement des renards urbains changer en profondeur. Ils se sont vraiment adaptés à cet environnement modifié par les humains. Les endroits où nous les voyons sont les bassins d'eau pluviale, les campus. Pratiquement chaque campus de Bakersfield a au moins un couple de renards nains. Les terrains de golf, on les voit aussi utiliser les voies ferrées pour se déplacer. Ils utilisent les canaux, les zones commerciales, les zones industrielles. Ces endroits sont parfaits, car ils sont très calmes la nuit, et les renards s'y déplacent librement. On peut trouver des renards nains dans pratiquement n'importe quel endroit d'une ville.
Selon nos études, leur taux de survie est plus élevé que dans la nature. Les animaux se reproduisent en nombre chaque année, alors qu'en milieu sauvage, la reproduction varie en fonction du volume de nourriture disponible. Longtemps, la ville de Bakersfield a semblé être le sanctuaire des renards nains. Malheureusement, la gale sarcoptique a fait d'énormes dégâts, obligeant Brian Seifer à mener une campagne de détection presque quotidienne. Elle est encore nerveuse. Oui, il lui manque pas mal de poils sur les pattes. Chaque renard nain capturé est attentivement examiné. S'il présente des symptômes de la gale, il va être traité. Cette petite femelle semble atteinte de la gale à un stade avancé. La gale sarcoptique est une maladie de la peau causée par des mites qui se logent sous la peau et la font réagir en produisant des cellules à un taux très rapide. Et ça entraîne généralement des croûtes et une infection secondaire. Et les renards nains ne survivent pas à la gale s'ils ne sont pas traités. On va la mettre dans ce panier et on va l'emmener au California Living Museum, où ils ont un équipement de traitement pour les animaux sauvages malades et les espèces en danger. Et ils pourront la soigner. Les animaux souffrent et leur population a été grandement affectée. Ça l'a réduite d'au moins 50%. C'est déprimant, surtout après avoir travaillé avec ces animaux pendant tant d'années. Ils souffrent vraiment et meurent en agonisant lentement. C'est vraiment déprimant. Les renards nains vivent en ville dans des habitats beaucoup plus petits que dans la nature. Donc, en ville, on a tous ces renards nains serrés comme des sardines et ils ont plus d'interactions entre eux par rapport aux renards nains dans la nature. Et ils se transmettent la maladie du fait de leur densité très élevée. Sharon Adams est vétérinaire. Depuis des mois, elle soigne inlassablement des renards nains malades dans l'espoir que l'épidémie finisse par régresser. Je suis quasiment sûre qu'elle a la gale sarcoptique, mais on va faire un prélèvement, juste pour vérifier. Je regarde pour voir si je peux trouver une de ces mites, pour en avoir la confirmation, et c'est positif. Elle a une gale au stade 3. C'est très grave. Donc à partir de maintenant, c'est un jeu de patience. Si elle survit 2 ou 3 jours au traitement qu'on va lui donner, elle devrait bien s'en sortir. Mais il se pourrait qu'elle soit beaucoup plus stressée que ce que nous pensons. Donc les prochains jours seront critiques pour voir si oui ou non elle s'en sortira. Elle va maintenant être réhydratée et recevoir un traitement antibiotique. Les renards nains ont souvent besoin de plusieurs mois avant d'être suffisamment en bonne santé pour être relâchés. Merci. Elle va rester là au moins 2 semaines avant d'avoir un bain. Les renards nains sont une espèce adaptée au désert. Ils n'ont pas besoin d'eau pour survivre. Ils tirent la plupart de l'humidité dont ils ont besoin de leur nourriture. Donc, quand vous voyez un animal qui n'a pas besoin d'eau laper comme ça de l'eau, ce n'est pas bon signe. C'est un indicateur fiable prouvant qu'elle est dans un état grave. Les craintes de Tori vont s'avérer justes. La petite femelle est morte quelques heures après son arrivée à la clinique. Malgré tout, grâce au travail de prévention mené par Brian et Tori et l'appui des habitants, l'épidémie de gale sarcoptique perd chaque jour du terrain. La bague à l'oreille a l'air d'aller. Elle est un peu infestée de puces.
Et voilà. Bonne fille. Elle est un peu en retard et sa canine inférieure gauche a arrêté de pousser à un tiers de sa taille normale. Maintenant ses pattes, je vais vérifier s'il y a des traces de gale. Ses pattes arrière sont indemnes. C'est bien une femelle. Tout a l'air normal. Ses tétons ne sont pas très visibles, donc elle n'a pas mis bas cette année. Elle a l'air jeune. Cette petite femelle est en parfaite santé. Brian et Tori peuvent la relâcher. Elle est prête à partir. Ah, elle a l'air bien. Elle est belle. Les habitants ont hâte de voir les renards nains revenir en nombre à travers les rues de Bakersfield. Ils pourront alors reprendre la place qui est devenue la leur dans cet écosystème urbain qui représente encore leur meilleur espoir de survie. Un écureuil crie après lui. Tu vois l'écureuil là-bas? Oui, on l'entend. C'est un cri d'alarme. Nous sommes plutôt optimistes quant au futur des renards nains urbains de Bakersfield. Leur population en général se porte assez bien. Ils ont un taux de survie élevé, un fort taux de reproduction. Bien sûr, il y a le problème de cette maladie, l'épidémie de gale sarcoptique qui a un peu réduit la population, mais nous avons bon espoir d'en être sortis. Ils rendent service à l'écosystème, au sens où ils mangent les taupes, les écureuils, beaucoup d'insectes. C'est vraiment bénéfique d'avoir cette espèce autour de soi. Ils ne causent aucun problème. Ils ne mangent pas d'animaux domestiques, ils ne mordent pas les gens, ils ne causent aucun dégât, ils sont silencieux. Donc ils ne causent aucun tort en étant là, parce qu'ils mangent les espèces nuisibles. En leur assurant une place en milieu urbain, les habitants de Bakersfield sont parvenus à freiner l'extinction du renard nain. Cet animal fragile et si difficile à observer en milieu naturel. À Los Angeles, le puma a retrouvé un territoire où s'installer et l'engouement qu'il suscite est encourageant. Du côté de Vancouver, les citadins et les castors semblent avoir trouvé un juste équilibre, confirmant qu'il faut parfois faire preuve d'imagination et d'ouverture pour que la cohabitation avec les animaux sauvages soit possible.